Les rêves des tout jeunes, c'est de travailler. J'aimerais bien travailler à la fonction publique pour avoir un matricule, travailler quelque part. Le gouvernement n'a qu'à régulariser la situation de nos unités. Il faut que l'État arrive à bien payer les fonctionnaires. Tout le défi maintenant, c'est d'en assurer la soutenabilité et la durabilité. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission « La réforme en avant », une émission qui vous permet de mieux cerner les différentes réformes initiées par le gouvernement de la République pour assainir, pour rendre plus efficace et plus performante l'administration publique ici en République démocratique du Congo. Et pour ce soir, dans le cadre de cette émission, la thématique sera la bonne gouvernance. Et qui mieux que le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP, pour nous parler de cette bonne gouvernance. Est-elle effective au sein de l'administration publique ici en République démocratique du Congo? Quels sont les outils dont il dispose pour la rendre effective? Madame, Messieurs, retrouvez avec moi Saint-Augustin Mwendambali. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Élisée. On va, avant de continuer cette émission, suivre cet élément, votre élément, pour essayer de mieux cerner votre action au sein de l'administration publique. On suit cet élément en quelques minutes et on revient pour continuer. Qu'y a-t-il, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout simplement parce que j'ai oublié de mettre la ceinture que je dois perdre mon temps ici. Parlez avec mon chef. Bonjour, monsieur l'officier. Monsieur l'officier? Bon. J'ai manqué de mettre la ceinture, j'ai oublié de donner le clignotant, etc. Est-ce que ce n'est pas bien grave, ça? C'est une faute. C'est une faute qui me vaut quoi? Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger? Les choses peuvent se dire entre gens civilisés, non? J'ai oublié, c'est pas si grave. Je ne comprends pas ce langage. Qu'est-ce que vous voulez dire par arranger? S'arranger signifie offrir une bière et me laisser partir parce que je dois aller chercher les enfants à l'école. Je n'ai pas du temps. M'offrir une bière pour la contravention? Mais c'est une corruption. Oh non! Épargne-moi les gros mots. Tu es jeune et tu comprends ce que je te dis. Bon, ça va. Je comprends. Vous voulez me donner combien? En la matière, il n'y a pas de tarif. C'est de toi à moi, entre nous. Ok, j'ai accepté ce que vous avez donné, mais j'aimerais vous dire que ce que vous avez fait là, c'est un acte de tentative de corruption. Je pouvais bien ajouter une autre infraction dans ce que vous avez fait. Mais parce que la loi ne se mange pas, je vous l'accorde, mais ne répétez plus ça. C'est gentil. Au revoir, monsieur. Alors, on vient là de suivre votre élément, l'élément initié et monté par l'OCEP, Tolérance zéro, un slogan c'est vraiment Tolérance zéro, un slogan, une réalité au sein de l'administration. Mythe ou réalité, je vais répondre par la dernière partie de la réponse. Réalité. Parce que tout ce que l'agent de roulage est en train de faire, nous les vivons au grand jour, à ciel ouvert. Nous voyons comment est-ce que les agents de roulage se livrent à des pratiques non autorisées,
rançonner les chauffeurs, ce qui entraîne des conséquences néfastes. Les chauffeurs créent le demi-course, le demi-terrain. Le demi-terrain ne favorise pas les usagers de service. Par contre, les usagers se trouvent ruinés par le demi-terrain. Une course qui reviendrait à 500 francs congolais, Kitambo, Lipen, est multiplié par 3, 1500. Vous quittez Kitambo, ambassade, 500. Ambassade d'Elvo, 500. D'Elvo, Lipen, 500. Parce que les policiers, les agents, les chauffeurs ont peur. Mais une situation qui perdure quand même depuis belle lurette, diront certains. C'est un combat un peu perdu d'avance pour l'OCEP. Revenons au sein de l'administration publique, c'est pire. Je ne dirais pas que c'est un combat perdu d'avance, dans la mesure où je suis un parent. Et quand je suis appelé à éduquer mes enfants, ce n'est pas parce qu'un enfant persistait dans l'erreur que je vais dire que j'ai perdu toute la famille. Je dois continuer jusqu'à ce que la fatigue revienne. Donc vous comprendrez que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va mettre fin aux pratiques de corruption. Mais il faut qu'on prenne conscience quand même de leur existence, qu'on prenne conscience de leurs ravages, des conséquences que cela entraîne sur les tissus sociaux, économiques de la nation. Donc il ne faut pas croiser les bras parce que ça résiste, mais au contraire, il faut faire avec, continuer à parler, continuer à contrôler, continuer à sanctionner. Voilà pourquoi est-ce que l'administration est là, pour être construite. Elle ne sera pas construite en une journée, mais il faudra un certain nombre de temps, le temps nécessaire pour pouvoir sensibiliser, éduquer, contrôler, faire des investigations et à la fin, sanctionner les coupables. La bonne gouvernance fait partie et occupe une place de choix dans le cadre de la réforme de l'administration publique. Est-ce qu'au niveau de l'OCEP, vous pensez que vous faites partie intégrante de cette réforme? Est-ce que vous vous sentez accompagné, encouragé? Vous menez à bien les différentes missions que vous assignez dans le cadre de cette réforme? Votre question est très pertinente, Madame Élisée, dans la mesure où elle remonte à l'origine même de la réforme, la troisième réforme de notre administration. Deux réformes se sont succédées. Celle de 1973, qui a échoué lamentablement, parce qu'on a misé beaucoup pour les avantages à offrir aux fonctionnaires, et celle de 1981, qui a succombé suite au fanatisme, à la politisation de l'appareil étatique. La troisième réforme, qui est l'actuelle, devait tirer les leçons de l'échec ou des échecs des premières et deuxième réformes. Et on a compris que la deuxième et la première n'ont pas mis un accent particulier sur l'outil qui est au centre de la réforme, c'est-à-dire l'homme. L'homme, c'est un outil. Il sert, mais en même temps, il produit. Alors, si vous oubliez le mental, vous mettez l'agent public de l'État qui veut prendre tous les biens de l'État pour lui-même, il est tout à fait normal que cette réforme ne peut pas réussir. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont dit, mettons d'abord le changement des mentalités, la transformation du comportement de l'agent au centre de toutes choses. Mais pour y arriver, il faut mettre un accent sur l'éducation du fonctionnaire de l'État, comme l'éducation de l'agent public et de l'État. Voilà pourquoi est-ce qu'on a créé l'OCEP, un service qui a pour mission de venir sensibiliser les agents publics de l'État afin qu'ils puissent abandonner les mauvaises valeurs et opter pour les valeurs positives, républicaines, susceptibles d'accompagner notre réforme. Voilà comment est né l'OCEP. On a l'impression que vous n'êtes pas écouté dans votre mission de sensibilisation, de conscientisation, parce que justement, comme on le dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Peut-être fallait-il commencer par l'amélioration des conditions de travail et des vies de ces fonctionnaires-là avant l'aspect sensibilisation, conscientisation aussi. Je vous concède la proposition, madame. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous avez raison. Mais je vais vous dire qu'il y a une théorie qui démontre le contraire. Est-ce qu'il suffit d'avoir un salaire mirobolant
pour prétendre ne pas prendre la corruption. La corruption aujourd'hui est devenue l'apanage des gens qui gagnent gros, qui ont pris goût à l'argent sale. Ce sont des mandataires qui ont des millions, plus qu'un fonctionnaire, un minable fonctionnaire. Et ce sont ceux-là qui entretiennent la survivance et la corruption. Donc je vous dirais que ce n'est pas nécessairement le salaire, la corruption est devenue un état d'esprit dans notre pays. Et je vous donnerai un exemple simple, nous sommes à deux, nous avons terminé dans une même université avec un collègue, on rentre au pays. Moi, lui, il se livre aux pratiques de corruption, moi, je m'abstiens. Alors que nous touchons le même salaire, je crois que non. Il faut aller au-delà du salaire. Il est vrai, il faut d'abord baliser l'espace, améliorer le salaire pour enlever cet alibi, disant que non, les chiens, disons, un ventre crée n'a point d'oreille, vous savez, qui mange à l'hôtel, qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, la chèvre ne broute que là où elle est attachée. Donc il y a des gens, même si vous leur donnez des millions aujourd'hui, il ne faut pas abandonner des pratiques sales de corruption. C'est comme ça dans notre pays et à travers le monde, il y a des kleptomanes. Même il a des milliards d'argent. Il voit un billet de 100 francs, il va chercher à les voler, madame. Donc ça devient un état d'esprit qui envahit les gens, au point où les gens ne veulent pas s'en détacher. Et c'est ça la problématique de la lutte contre la corruption. Les problèmes de l'éducation des bases doivent être mis à contribution. L'éducation commence par sa propre famille, madame. Et dès que vous avez éduqué, l'école relaye, vous donne l'instruction, vous entrez dans la société, vous élargissez vos connaissances au plus de contact avec les autres, et l'État peut maintenant trouver un homme qui est passé par ce qu'on appelle un pipeline, un filtre de comportement. Mais aujourd'hui, les enfants chantent Kop, Mutunanga, Apesatalate, dans la société, mon preso, mon pao, ninja, grand prêtre. Voilà des terminologies qui nous conduisent vers l'abondance. Au Congo, le vrai type d'homme congolais, c'est celui qui a l'argent. C'est celui qui peut en avoir des millions sans pouvoir se justifier. Sous d'autres chez nous, il faut avoir honte quand même d'être heureux tout seul. Est-ce que tout cela, c'est pas parce que il n'y a pas la politique de sanction? Est-ce que vous, au niveau de l'ELCEP, vous disposez d'outils adéquats pour sanctionner ces agents, ces fonctionnaires véreux? Oui, il y a les outils de sensibilisation d'abord. Puis la première étape dans toute campagne, c'est la prévention. Dès que vous avez prévenu, vous allez passer au contrôle de détection. Dès que vous avez attrapé les gens qui ne respectent pas les normes et les règles, vous passez à la sanction. L'administration publique est dotée d'un appareil de sanctions, c'est le conseil de discipline. Tous les dossiers passent par les conseils de discipline et c'est là on se prononce sur les cas de révocation avant que le président de la République ne prenne des ordonnances. Donc le conseil de discipline est là, il y a des gens qui sont sanctionnés, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il est vrai, et là je vous concède, et là où j'ai dit, je ne peux pas vous dire que non, vous n'avez pas raison, il faut que l'État aussi s'acquitte de ses obligations. Donner quand même un salaire décent aux gens qui travaillent pour sa cause ou pour ses causes. Si l'État ne le fait pas, vous exposez ces gens à des pratiques de corruption. Et là, j'ajouterai encore un petit détail. L'État, quand vous lui dites pourquoi vous n'améliorez pas le salaire des fonctionnaires, il a également des réponses à donner. Lesquelles réponses vous montrent que l'État dit comment voulez-vous que je puisse améliorer le salaire quand l'agent public de l'État préfère se servir à la cuisine? Quand l'agent public de l'État dit on ne contrôle pas la bouche de la personne qui décortique les arachides, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, ils commencent par se servir. Et ce qu'ils amènent pour que l'État puisse constituer un petit salaire devient insignifiant. Et si vous posez la question maintenant aux agents publics de l'État, d'où provient le salaire que l'État paye comme l'air émolument, ils vous diront l'État fabrique les billets. Ils oublient une chose, que c'est l'impôt que l'agent ou le redevable doit vous payer
qui constitue la masse qui deviendra le salaire de demain. Mais si vous ne payez pas l'impôt, où est-ce qu'est l'argent? L'État va trouver de l'argent pour pouvoir faire face à vos obligations salariales. Dans le cadre de la réforme de l'administration publique, l'État accorde une part belle au niveau dans la formation des agents et cadres de l'administration. Quel est le rapport entre formation pédagogique et éthique, selon vous? C'est dans la formation il y a l'éthique, madame. Cette formation a un contenu. Et ce contenu s'appelle éthique, déontologie et bonne gouvernance. Donc quand on vous forme, c'est pour que vous puissiez commencer à avoir de bonnes pratiques. C'est pas ça. C'est dicté par des règles éthiques, par des normes déontologiques. C'est dicté par ce qu'on appelle l'essentiel des principes de la bonne gouvernance, la transparence, le travail éthique. Le travail n'est pas seulement un travail pour le travail, madame. Dans le travail, il y a une double dimension. Il y a d'abord la dimension égocentrique qui domine. L'homme travaille pour lui-même, pour sa famille. C'est comme un animal qui va aller chasser pour nourrir ses enfants. Mais au-delà de ce geste banal que l'homme pose, il engage le développement du pays, non? Et c'est ça qu'on appelle la dimension éthique. Donc il faut différencier ce qu'on appelle le travail éthique du travail égocentrique. Dans la formation, on met un accent particulier sur le travail éthique. Travailler pour notre nation, travailler pour la collectivité, pour nos enfants et pas pour mes enfants. Et c'est là où se trouve la rupture, c'est là où interviennent les pratiques de corruption. Quand vous commencez à penser à vous-même, c'est de l'égoïsme pur, il est vrai que vous allez abandonner les autres, les inégalités vont naître, la criminalité va naître, la pauvreté va également s'ajouter. Voilà un peu un certain nombre de conséquences d'une formation qui ne met pas un accent particulier sur les questions d'éthique et de bonne gouvernance. Très récemment, l'OCEP vient de lancer ce que vous appelez, écoute citoyenne, un call center. Call center. En quoi consiste cette innovation, si on peut appeler ça? Le call center entre dans le cadre du contrôle et, je dirais, du feedback qui doit exister entre notre administration et les usagers des services publics. Ça intervient un peu tard, non? La réforme, à première vue, s'est beaucoup intéressée aux agents publics de l'État. Nous formons les agents publics de l'État. Mais n'oublions pas une chose, les agents publics de l'État sont là pour servir les usagers des services publics. Et quels sont les mécanismes pour contrôler si les usagers des services publics de l'État racontent les résultats escomptés dans leur démarche vers notre administration? Le call center vient s'imposer, vient s'interposer pour permettre aux usagers de pouvoir donner, se plaindre, afin que l'agent public de l'État puisse améliorer sa façon de rendre service à la nation. Voilà l'objet du call center. Centre téléphonique qui consiste à obtenir les doléances, les plaintes des usagers de services publics de l'État qui n'ont pas trouvé un gain d'écho